Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la troisième partie de notre série sur le sujet de l'adénomyose. Donc pour commencer, j'aimerais partager avec vous trois cas qu'on va observer tous ensemble sur des lames virtuelles. Donc on va commencer par ce cas qui présente un prélèvement au niveau de la paroi endométriale, ou bien plutôt la paroi utérine, où il y a un problème qui est lié à l'incidence de coupe. Alors si on observe ce cas au faible grossissement, on a l'impression que l'endomètre il est là, et c'est vrai, sauf que on a l'impression que le tissu qui paraît également endométrial à ce niveau, c'est en fait une pénétration de ce dernier dans le myomètre, alors que c'est pas vrai. Et en fait ça, on appelle une coupe tangentielle, ça veut dire on a coupé la lumière de la cavité utérine de façon tangentielle. Tout ça, tout ce qu'on voit ici, donc ces éléments stromo-endométriaux ainsi que glandulaires, tout ça, ça fait partie de l'endomètre. Et il ne faut jamais tomber dans ce piège et dire qu'il s'agit d'une adénomiose avec une invasion du myomètre. Et donc, c'est vrai que la jonction entre l'endomètre et le myomètre, c'est une jonction qui est un peu irrégulière. Donc, on a tendance à avoir des invaginations avec des limites qui sont pas très nettes entre les deux, mais ça reste distinct. Donc entre les deux zones. Donc le muscle il est là, le myomètre, et puis l'endomètre il est là. Donc et si on compare cet aspect à ce niveau avec cet aspect-là, donc on va trouver que c'est la même chose. Donc ça c'est un indice qui pourra nous aider à comprendre que c'est en fait juste une incidence de coupe et que c'est une coupe tangentielle qui a donné cet aspect en fait qui simule l'aspect d'adénomiose. Alors j'ai ramené ce cas aussi pour qu'on l'observe parce que c'est un cas qui présente de l'adénomiose effectivement, mais pas sur ce foyer. Et donc ce qu'on voit au niveau du myomètre qui est là, donc on voit certains foyers qui paraissent foncés, qui paraissent denses en éléments cellulaires, donc comme par exemple ici, comme par exemple là, et ça contient également des éléments glandulaires. Donc la lumière qu'on voit ici, c'est des glandes endométriales. Donc on voit ici à plus fort grossissement, donc l'aspect de la glande endométriale, avec son revêtement qui est cylindrique. Ici, les cellules sont un peu de hauteur réduite, et donc c'est suffisant pour diagnostiquer une adénomiose sur ces foyers-là que je suis en train de montrer et pas sur cette partie-là qui pénètre parce que ça, comme on l'a dit, donc c'était que l'endomètre qui est coupé de façon un peu bizarre et ça a donné cet aspect d'invasion. Donc je passe maintenant au deuxième cas qui est celui-là. Alors c'est un prélèvement également de la paroi utérine, donc tout ça c'est la paroi utérine. Donc pour vous orienter un peu, ici on a la lumière, puis la partie qui est un peu foncée ici c'est l'endomètre, puis la partie rose et eosinophile ça représente la couche la plus épaisse de la paroi utérine qui est le myomètre, et puis on a la séreuse de ce côté. Et déjà une remarque, c'est que au faible grossissement on a ces foyers ici au sein du myomètre qui descend assez profondément. Donc on a des foyers qui sont là à moitié distance, à moitié épaisseur du myomètre, et d'autres qui sont à proximité ou au contact même de la séreuse. Mais le problème, voilà, donc quand on observe ça, donc on a envie en fait de dire que c'est une adénomiose. Sauf que ce qui est contre, c'est la teinte de ces foyers, c'est le degré de coloration de ces foyers. On n'a pas cet aspect dense, à part en périphérie, un petit peu, on a cette teinte violacée, alors que la majorité de ces foyers, ils sont en fait roses, ou bien un basophile pâle. Donc il y a un truc qui est bizarre ici qui se passe, donc je vais vous inviter tout d'abord à observer l'endomètre. Et donc ce qu'on voit ici, donc on voit la lumière comme on a dit donc, de ce côté, et puis on voit l'endomètre qui est fait d'éléments glandulaires, donc les glandes ici, et puis de stroma endométriel. Les glandes elles sont en nombre diminué et réduit par rapport au stroma. Donc ça c'est clair, on voit que c'est des glandes avec des lumières qui sont éparses un peu, donc elles sont assez espacées. Et le truc intéressant ici sur cette lame, c'est ce qui se passe au niveau de du stroma endométriel. Donc ça, c'est du stroma, je vous le dis.
Et ça, c'est aussi du stroma. Alors on avait l'habitude, surtout lorsqu'on a vu ça sur l'histologie de la paroi utérine ainsi que sur les cas précédents d'adénomiose, de voir un stroma endométrié qui ressemble à ça, avec des cellules qui sont de petite taille, voilà, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Ça veut dire que la cellule elle est représentée essentiellement par un noyau qui a cette forme ovale caractéristique. Parfois, on peut trouver des noyaux qui sont de forme fusiforme. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on a cette modification de l'aspect des cellules stromales? Ici, elles n'ont plus en fait leur aspect caractéristique, elles sont de taille élevée, voilà, donc augmentée de taille. La forme, elle est un peu ovalaire ou parfois polygonale. Donc polygonale, ça veut dire on voit des cellules avec des faces qui sont un peu rectilignes, droites, comme celle-là, comme celle-là. C'est surtout quand elles entrent au contact avec d'autres cellules. Le cytoplasme, il est abondant, il est éosinophile ou parfois on voit une teinte un peu basophile. Et puis le noyau, il a aussi augmenté de taille, toujours en comparaison avec les cellules ordinaires qu'on connaît déjà. On voit un noyau qui est augmenté de taille avec un nucléole qui est proéminent. Alors ça, ce phénomène de transformation de la morphologie des cellules stromales endométriales, on l'appelle une décidualisation. Et ça se passe parce que les cellules du stroma endométriel sont en fait des cellules qui sont hormonosensibles, essentiellement, secondairement, à la progestérone. Et dans l'histoire clinique de la patiente, d'où l'intérêt toujours de vérifier les données cliniques des malades avant d'examiner des prélèvements de ces derniers, la patiente, elle était sous traitement progestéronique. Donc elle prenait le progestérone. Et qu'est-ce qui fait le progestérone en fait? Surtout quand il n'est pas associé à l'œstrogène, eh ben, il va causer cette décidualisation au niveau du stroma endométrial sans avoir d'effet de trophicité sur les glandes endométriales. Par contre, il va induire une sécrétion par ces dernières. Alors parce qu'à l'état normal, normalement, on doit avoir l'action des deux. Ça veut dire qu'il y a l'œstrogène tout d'abord qui va venir pour stimuler la prolifération des cellules glandulaires, et donc on aura une augmentation en nombre, une prolifération des cellules ou bien des glandes endométriales. Puis il y aura le progestérone qui va venir pour stabiliser cet état, si on veut dire hyperplasique, et en même temps pour stimuler la sécrétion à partir des glandes. Alors quand on a uniquement la progestérone, décidualisation et sécrétion à partir de glandes endométrielles qui sont d'aspect, si on peut se permettre de dire, atrophique ou bien non proliférant. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc c'est des cellules qu'on trouve au niveau des glandes qui sont de hauteur réduite, et cette réduction de la hauteur c'est secondaire à la sécrétion qui est déjà faite par ces cellules, et on voit d'ailleurs le produit de sécrétion qui est au niveau de la lumière. Alors passons maintenant aux autres foyers qu'on avait observés. Donc déjà au faible grossissement, on voit que le caractère du stroma décidualisé au niveau de l'endomètre normal, c'est le même que ce qu'on a au niveau des foyers qu'on a repérés. Et c'est ce qu'on a observé ici, et aussi plus profondément au niveau du myomètre. Alors si je descends, on a, comme par exemple ici, c'est un foyer dans lequel on a les mêmes cellules stromales endométriales, donc avec le caractère polygonal augmenté de taille, le cytoplasme abondant, le noyau souvent nucléolé, comme ce qu'on est en train de voir ici, ou bien là aussi. Et on a des glandes qui sont d'allure inactive ou du moins non proliférantes. Donc ça veut dire que c'est effectivement une adénomiose, mais avec l'effet hormonal sur la composante stromale. Et puis on voit qu'il y a certaines régions, comme pour cette partie de l'endomètre qui n'a pas présenté d'effet de la progestérone, on peut avoir ça aussi sur des foyers d'endométriose ou bien d'adénomiose, pardon, donc où on voit ici un aspect un peu classique, ça veut dire inactif des cellules stromales endométriales. Par contre, ici, c'est des cellules qui représentent en fait l'effet de la progestérone. Donc, diagnostic final, c'était une adénomiose associée à une décidualisation à cause de la prise de progestérone. Donc, il reste un dernier cas, et c'est en fait un cas qu'on a déjà vu, qui est sur l'ancienne vidéo. Et c'est un cas que j'aimerais reprendre parce que on avait vu que
au cours de l'adénomyose qu'on a ici, donc c'est des foyers d'adénomyose, et on a dit que c'est un exemple qui représente une hyperplasie musculaire qui est manifeste, qui est marquée, ce qu'on a tout autour des foyers avec les deux composantes, donc stromale et glandulaire. On avait observé un phénomène à ce niveau, c'est que il est possible, et je vous ai parlé d'un certain pourcentage. Alors j'ai vérifié, et effectivement c'est 18% des cas d'adénomyose où on peut trouver un embol d'éléments, alors soit stromaux, ça veut dire des cellules stromales comme c'est le cas ici, ou bien aussi la présence de glandes associées qui sont en intravasculaire, et ça n'a aucune implication sur le pronostic. Donc j'aimerais passer pour récapituler un peu ce qu'on vient de voir. En fait, c'était essentiellement le cas donc, de l'incidence de coupe. Donc il faut faire attention en coupe tangentielle parce que ça peut simuler une invalidation de l'endomètre au niveau du myomètre. Ne pas prendre ça comme étant une adénomyose. Deuxième cas qu'on a vu, on a vu l'intérêt de connaître l'histoire clinique un peu de la malade parce que c'était un cas de malade qui était sous progestérone et donc c'était nécessaire à connaître pour expliquer cette décidualisation qu'on peut observer non pas seulement au niveau de l'endomètre mais aussi sur les foyers d'adénomyose. Et puis j'aimerais vous parler en fait d'une situation parce qu'avant on avait dit que le plus souvent on a l'association en fait entre le stroma endométrial et les glandes pour poser le diagnostic. Ça, c'est l'aspect classique. On a vu au cours de la deuxième vidéo qu'il était possible d'avoir aussi que le stroma. Et comme ça, on aura un problème possiblement de diagnostic différentiel avec une pathologie tumorale maligne aux dépens des cellules stromales endométriales. Alors maintenant, il y a le cas inverse, c'est que il est possible d'avoir une composante stromale qui est atrophique. Et donc, on aura parfois des glandes endométriales qui se mettent directement au contact de muscles du myomètre. Et ceci peut simuler l'aspect d'une invasion. Sauf qu'il y a certains éléments qui sont importants à vérifier et qui sont en faveur de la nature adénomyomateuse et non pas d'un processus carcinomateux qui infiltre. Alors déjà, les glandes, elles ont une allure inactive, atrophique, elles sont rares. Il faut vérifier un signe important qu'on avait déjà cité, c'était l'hyperplasie musculaire qui doit être associée. Et autour des glandes, normalement, si on a une atrophie du stroma, on n'aura pas une réaction tumorale stromale, ce qu'on appelle la stroma-réaction. Ça veut dire qu'on n'a pas un tissu fibreux et des cellules inflammatoires autour des glandes. Et puis, il faudra chercher sur la même lame, sur le même prélèvement, des foyers d'adénomyose plus typiques, ou aussi, si c'est nécessaire, prendre de nouveaux prélèvements. Et comme j'ai dit, pour les 18%, des cas d'adénomyose, on peut avoir une invasion au niveau vasculaire qui va être occupée soit par du stroma ou bien du stroma avec les glandes. Mais il faut se rappeler que ça n'a pas d'implication sur le pronostic. Et donc, comme ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile avec cette série un peu de 3 vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.